Bonjour et bienvenue pour cette interview assez extraordinaire. On a Alexis qui a 23 ans, ingénieur en apprentissage, qui a fait son propre vélo électrique. Alors je vais l'interviewer parce qu'il a fait une vidéo dessus, c'est comme ça que j'ai découvert. D'ailleurs, je vous invite avant de voir cette vidéo à voir l'extrait de cette interview. C'est les 5 meilleures minutes, que je vous mets le lien en description et il devrait s'afficher maintenant à l'écran. Une fois que ça c'est fait, on passe sur cette vidéo où on l'interviewe plus en détail. Il a vraiment le temps de développer sa pensée. Extrêmement intéressant, c'était un plaisir de l'interviewer. Merci à lui d'avoir accepté cette interview. Si vous aimez cette chaîne et si vous voulez supporter ce que je fais, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça aide énormément les algorithmes YouTube. Et sans plus attendre, on est parti. Commençons par la vidéo en fait. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire des vidéos parce qu'elles sont quand même assez originales. Comment j'ai commencé à faire des vidéos, c'était en regardant une vidéo sur YouTube il y a 5 ans. C'est un Australien justement qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Strange Parts. Et en gros, concrètement, le mec est ingénieur en électronique. Et alors je sais pas s'il est parti en Chine pour le faire ou alors s'il vit en Chine depuis longtemps. Mais le mec était à Shenzhen et il s'est dit, ok, Shenzhen c'est la ville de l'électronique. Et du coup moi ce que je vais faire, c'est que je vais pas acheter un iPhone comme je pourrais l'acheter à l'Apple Store. Je vais acheter tous les composants et je vais je vais me fabriquer mon propre iPhone. Enfin, vraiment un truc de ouf. Et en fait, le mec te fait un vlog d'une demi-heure où il te raconte son aventure. En gros, il dit que ça lui a pris 3-4 mois. Où en fait, tu le vois se balader dans les marchés d'électronique chinoise. Et en gros, il achète tous les composants pour fabriquer son propre iPhone. Il l'assemble et à la fin, il a un truc qui marche parfaitement. Et en fait, cette vidéo, elle est devenue virale. C'est-à-dire qu'en gros, le mec a sorti une vidéo et je sais pas, il a fait 10 millions de vues instantanément. Et moi, je l'ai vu et je me suis dit, ah ouais, putain, j'ai vraiment trop envie de faire ça. Surtout qu'en fait, à l'époque, j'étais dans un DUT génie électrique et informatique industrielle. La formation pour faire des trucs techniques, tu vois, en informatique et en électronique en France, c'est vraiment la meilleure formation pour ça. On a plein de projets où justement j'avais déjà fabriqué un longboard électrique, enfin j'avais fait plein de trucs et je me disais ah ouais, enfin en plus ce genre de truc c'est vraiment le truc qui m'intéresserait et en plus je suis sûr que je pourrais le faire. Et en fait le mec avait vraiment fait une vidéo de ouf et enfin qui m'avait vraiment plu et du coup c'est comme ça que je me suis dit que j'avais envie de faire des vidéos sur YouTube sur le thème de l'électronique ou sur des thèmes qui pourraient m'intéresser. C'est vraiment en voyant ça. J'ai fabriqué un premier longboard électrique Ah oui, en si. projet de fin d'études en DUT, Ouais, en ouais. deuxième année, tu vois. Et du coup, c'était avant de faire la vidéo du longboard, ma toute première vidéo sur YouTube. On était un groupe de 3 en DUT. Et on devait faire un projet technique de fin d'études. Et en fait, on avait proposé nous-mêmes de fabriquer un longboard électrique. C'est l'un de nous trois qui l'a gardé. On a fait ça sur Arduino avec des moteurs qu'on a achetés, je sais plus, sur un site d'électronique. Et en fait, ça marchait super bien. Comparé au deuxième que j'ai fait, il allait beaucoup moins vite parce qu'en fait, on avait mis des batteries qui étaient bien moins puissantes, on va dire. Enfin, pas bien moins puissantes, mais il y avait moins de courant qui pouvait en sortir. Et elles avaient une capacité qui était moindre. Et du coup, il faisait du 15-20 km/h. Alors que le deuxième que j'ai fait allait vraiment 2 fois plus vite. Mais ça marchait bien, c'était vraiment cool. Ça a bien marché, ouais. Donc t'as fait ta deuxième planche, t'as fait une vidéo dessus. Alors comment ça s'est passé? Parce que pour une deuxième vidéo, déjà à ce moment-là, t'as une touche artistique qui est quand même assez présente, t'as beaucoup de super shots, vous êtes plusieurs à faire la vidéo. Comment ça se passe derrière? C'est quoi? Ouais, ah bah, en fait, je pense que ce qui donne ce style-là, c'est que c'est la façon dont je procède est vraiment très chaotique. C'est-à-dire qu'en gros, j'avais pas de script. Donc, Ouais. je savais à peu près ce que je voulais dire. Mais concrètement, j'étais avec mes potes et quand on allait à certains endroits, j'en profitais pour leur demander, ouais, est-ce que on peut tourner un plan en VideoZef ici? Ou en Ouais. gros, en fait, je vais dire ça. Et du coup, moi, mes potes me disaient, OK, il n'y a pas de souci. Du coup, moi, j'apprenais vite fait ce que je devais dire sur le chemin et tout. Ils prenaient l'appareil photo, je leur disais le cadrage qu'ils devaient faire à peu près. Et moi, j'étais là à dire mon truc. Et puis après, couper. Et je refaisais ça pour un plan d'après. Enfin, pour un plan après, tu vois. Et du coup, en fait, ça fait que j'avais vraiment une grosse variété de plans différents, qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres. Ouais. Ils étaient à plein d'endroits différents. Et du coup, après, au montage, je devais me débrouiller pour pouvoir faire un enchaînement cohérent et stylé. Et du coup, en fait, c'est ça qui a donné un petit peu ce style un petit peu patchwork, tu vois, où il y a qui est assez dynamique, où il y a plein d'effets différents. C'est parce qu'en fait, pour pouvoir avoir un bon rythme, une bonne cohérence et une bonne vidéo, en fait, je devais composer avec plein d'éléments différents et je devais les assembler le mieux possible. Après, je t'avoue que pour la première vidéo que j'ai faite, la vidéo du longboard, la première fois que je me suis filmé, j'étais vraiment hyper mal à l'aise. Mais en fait, je me suis dit, bon, je sors pas la vidéo tant que le résultat me plaît pas.
Tu sais, généralement, quand tu regardes sur YouTube des gens qui font de la vidéo, justement, qui te conseillent et tout, ils disent faites des vidéos, sortez-les, 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 comme ça vous avez des feedbacks et tout. Moi, c'est pas du tout ce que j'ai fait parce que, enfin, j'avais pas vraiment besoin de feedback à avoir, j'avais plus des modèles que je voulais, enfin, dont je voulais me rapprocher. Tu vois, il y a des youtubeurs américains que j'aime bien. J'avais envie de faire une vidéo qui tendait à avoir un peu la même qualité qu'eux. Et concrètement, je me suis dit, la vidéo, la première vidéo, je la sors pas tant que le résultat me plaît pas. Et en fait, du coup, ça a pris entre le moment où j'ai commencé à la tourner et le moment où je l'ai sortie, je crois que ça a pris 5 mois ou un truc comme ça. Ouais, Parce que le résultat, je me plaisait pas et que je trouvais qu'il était pas assez dynamique. c'est cool. Et voilà. C'est cool. Après, c'était la première. Maintenant, je l'ai fait plus rapidement quand même. Est-ce que ton process créatif il a changé sur la dernière vidéo? Ouais, non, en fait, il a changé parce que, enfin, il a changé pendant le confinement parce que du coup, je pouvais plus faire de vidéos et du coup, j'avais envie quand même de bosser dessus et du coup, pour la première fois, j'ai fait un script en gros pour la vidéo du vélo Ouais. que j'ai tourné intégralement après le confinement. Elle était scriptée et du coup, ça m'a permis d'aller plus vite et peut-être de faire des trucs aussi un petit peu plus ambitieux, tu vois. Ouais. C'était quoi le truc le plus ambitieux que tu as fait sur la dernière vidéo alors? Un truc plus ambitieux que j'ai fait, c'est il y a un ou deux plans en gros où je suis en train de faire du vélo et tout et je suis Ouais. filmé en mouvement de face. Et en fait, ça, concrètement, on a pris une voiture. Euh, En fait, on a pris une voiture et j'avais un pote qui conduisait et un pote qui était dans le coffre avec la caméra et le stabilisateur. Et moi, tu vois, j'étais en train de faire du vélo devant. Et c'était assez drôle à faire. En plus, il faisait nuit et tout. Il y avait personne dans la rue. C'était vraiment gaulerie. C'est Et énorme. après, ouais, c'est marrant. Et sinon, comme autre truc, j'ai un espèce de time-lapse en fait où je fais un gros time-lapse de la défense. Et je Ah suis en oui. train de marcher. Comment tu l'as fait celui-là? Il est énorme. Je l'ai revu tout à l'heure parce que j'ai regardé la vidéo avant qu'on se parle. J'ai regardé, Ouais. j'ai fait mais attends mais comment t'as fait ça? T'as fait un timelapse tout seul et tu t'es fait une incrustation dessus sur After Effects ou? Ouais, en gros, c'est ça. En fait, tu fais un time-lapse normal, tu vois, genre sans aucune personne dessus. Et après, tu fais juste un plan, tu fais juste un plan en normal de toi qui marche exactement avec le même cadre. Et après, ouais, avec After Effects, tu fais un peu de détourage et tout, et c'est assez simple à faire au final. Ça rendait bien. Ouais, Et merci. c'est quoi pour toi tes inspirations principales? Je vais citer trois youtubeurs en gros. Tu connais Casey Neistat? Bien sûr. Du coup, sa grosse inspiration, forcément. Ouais. Est-ce que tu connais un mec un peu moins connu qui s'appelle Dan Mace? Ouais. Est-ce que c'est le minimaliste celui-là ou c'en a un autre? Parce que je sais. Non, non, c'est pas le minimaliste. Mais le minimaliste, j'aime bien ses vidéos aussi. Elles sont quali. Dan Mace, en fait, je sais pas si tu as suivi l'année dernière, Casey Neistat voulait ouvrir une espèce de studio pour youtubeurs à Broadway. D'accord. Et en fait, pour lancer ce truc-là, il a fait appel à d'autres créateurs, dont Dan Mace. Ouais. Si on me l'avait recommandé récemment, c'est vraiment un autre youtubeur qui m'avait recommandé en termes de ses edits et de sa musique qui sont assez on point. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et pour le coup, s'il y a un mec dont j'ai envie que mon style tende, c'est lui. Franchement, son style est vraiment hyper dynamique, hyper bien fait. Et surtout, il y a un truc qui m'impressionne vraiment énormément, c'est qu'à un moment, il sortait une vidéo par semaine. Et alors, après, je sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui l'aident à faire ses vidéos, mais c'est vrai, enfin, ces vidéos, ça représentait vraiment beaucoup de travail et elles étaient vraiment super, méga bien. Enfin bon, Cool. voilà. Et Donc lui c'est sinon, le deuxième, c'est qui le troisième? troisième, c'est un cadre complètement différent, mais c'est Sam Colder. Ah, je connais pas. Sam Colder? Ouais, en fait, c'est un mec qui faisait des vidéos de voyage. Je crois qu'il continue à en faire. Tu sais, des vidéos de voyage un peu en mode Beautiful Destination, où en fait, tu as des hyperlapses et des timelapses dans des endroits paradisiaques et tout. Ouais, ouais. Et lui, il fait vraiment de super bonnes vidéos aussi. Et surtout, il a un peu, je sais pas, il y a plein d'effets, c'est un peu lui qui les a inventés. Et du Ouais. coup, ses vidéos sont vraiment très très bien. Je regarde, il a l'air Et à la d'avoir base, d'avoir pas mal de choses. Ouais. ouais, regarde ces vidéos les plus connues, sont vraiment cool. Enfin, elles sont vraiment cool en termes d'édit, de montage, c'est vraiment bien fait. Et en fait, moi, à la base, quand je me suis lancé, enfin, quand je me suis dit que j'allais faire des vidéos sur YouTube, je voulais faire vraiment quelque chose un peu technique, un peu scientifique, avec le montage des vidéos de voyage. Je voulais faire un truc vraiment dynamique et vraiment cool. Sauf qu'en fait, très rapidement, je me suis rendu compte que ça allait être bien plus dur et bien plus long que ce que j'avais envisagé. Et du coup, c'est pas grave, hein. Je le fais quand même. Enfin, je vais faire la transition entre ce que tu fais en école et ce que tu fais en vidéo.
Euh, Ouais. de base, comme ça, de l'extérieur, il n'y a quasiment aucun rapport, puisque apprenti donc, chez Thales et chez EDF, avec une formation sur tout ce qui est donc, technique industrielle. Alors, on voit le rapport sur le contenu, mais quid de ce que tu veux faire ensuite et de ce que tu fais pour eux? Est-ce que tu fais aussi ce genre de choses pour eux? Comment ça se passe? Non, oui, non, non, absolument pas. Non, on peut dire que c'est un rapport par rapport à ce que je faisais en Mhm. DUT génie électrique et informatique industrielle. Après, c'est quelque chose que j'aurais pu faire en arrivant à l'école, à Centrale Supélec. En fait, comme je savais déjà le faire avant, c'est pas quelque chose que j'ai voulu. Enfin, l'école m'a pas appris ce que je savais déjà. C'est Mais apprendre de par nouvelles choses. contre, tu sais, une école d'ingénieur, c'est des concepts qui sont bien plus théoriques et bien plus abstraits que bah, toute la technique que tu peux faire dans un DUT. Mais par contre, l'école bah, me mettait à disposition un Fab Lab, Ouais. tu vois, avec des machines et tout. Et ça, bah, ça m'aide. Et ça, c'est vraiment bien. Et bah, pour EDF et Thales, non, pour le coup, ça avait rien à voir. C'était pas. Enfin, je veux dire, l'électronique qui est appliquée dans l'industrie actuellement, c'est microscopique. Tu sais, c'est du VHDL. C'est pas des soudures. Enfin, Ouais. c'est de la microélectronique. C'est pas quelque chose que tu peux faire facilement en bricolant chez toi. Il faut avoir quand même de bons équipements. Même si ça m'intéresse, si jamais j'ai un jour ces équipements, je serais ravi de faire des projets avec. En vrai, ça pourrait. Je suis sûr que ça serait incroyable. Construire mon propre iPhone ou construire, je sais pas, mon propre ordinateur, enfin ma propre carte mère, je sais pas. Toi, t'as fait deux apprentissages. Un chez Thales en tant qu'apprenti ingénieur support hélicoptère, et je fais que lire Ouais, ton profil LinkedIn. ouais. Et le deuxième, maintenant, apprenti ingénieur Smart Grid chez EDF. Est-ce que ce que tu fais en vidéo, ils le savent? Est-ce que c'est des choses qui les intéressent même au niveau technique, ou tu fais vraiment autre chose et il y a une distinction claire entre les deux? Bah, ils ont déjà vu mes vidéos. Enfin, en tous les cas, mon service les a déjà vues. D'ailleurs, bah, ils les ont trouvées bien aussi. Moi, j'étais content. Enfin, après, on en a parlé. Enfin, c'était cool. Après, non, oui, c'est complètement différent en fait. Ce que je fais à EDF. En gros, je travaille sur une norme d'automaticien, enfin un truc vraiment innovant de recherche et développement qui vient juste de sortir. Et concrètement, c'est de la programmation. EDF, apprenti Smart Grid, tu dis que c'est de la programmation. Quand j'ai lu le profil, moi je savais pas que c'était de la programmation, je pensais que c'était plus Ouais, peut-être de la recherche. Qu'est-ce que tu fais au jour le jour et sur quoi ça porte après ouais. comme impact? Bah, en fait, par exemple, pour sécuriser un réseau électrique, tu as des automatismes de protection. Genre, par exemple, si tu veux pas qu'il y ait un arc électrique et tout, tu dois mettre des automatismes de protection. Si tu veux pas, enfin, en cas de court-circuit, tu dois avoir des automatismes pour pouvoir gérer Ok. les problèmes et compagnie. Et du coup, ben, moi, ce que je fais, c'est que je développe ces automatismes de façon à ce qu'ils soient ben, virtualisés, on va dire. Et qu'en fait, tu puisses. En fait, avant, tu avais des espèces de grosses boîtes avec de l'électronique Ouais. analogique dedans qui faisaient les fonctionnalités de protection. Et moi, l'idée, c'est je vais les coder et je vais les mettre dans un support qui va pouvoir changer, par exemple un ordinateur, un autre ordinateur ou n'importe quoi. L'ordinateur va pouvoir être connecté au réseau informatique et il va pouvoir assurer les fonctionnalités de protection à la place de la grosse boîte avec de l'électronique analogique dedans. D'accord, donc à la fois tu gagnes de la place, tu permets de faire de changer l'équipement au fur et à mesure de son obsolescence et en même temps, normalement j'imagine que tu le fais aussi en remote, enfin il y a une capacité de le faire en remote et donc d'avoir du monitoring sur tous tes équipements. Ouais, c'est ça. Bah, en gros, du coup, exactement, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ça permet de ne pas changer le boîtier intégralement quand tu dois mettre à jour ton automatisme. Ça permet aussi à EDF d'avoir la compétence parce que c'est des entreprises privées en fait qui Hmm. faisaient ces grosses boîtes genre Schneider Electric, Siemens. Ça leur permet aussi en fait de travailler justement sur ce nouveau standard qui permet de le faire et d'être à la page. Ça s'appelle la norme 61850. C'est un truc qui vient juste de sortir. Je te crois Et sur en fait, parole et ouais. en fait, toutes les entreprises, toutes les entreprises dans le domaine de l'électricité, genre Smart Grids et compagnie, enfin, toutes celles qui s'intéressent à ça, s'intéressent à cette norme. Enfin bon, voilà. D'accord, ok. J'irai pas forcément plus dans le détail parce que je me dis qu'avec Oui, oui. l'Australie, ça fait 6 ans que j'ai pas vu de norme française euh, Ouais, et je ouais, serai ouais, sûrement non, pas je à la page comprends. là-dessus. J'aimerais te poser une question, sûrement une des dernières questions. Ça concerne Ouais, les deux apprentissages que tu as trouvés. Est-ce que tu pourrais ouais. nous dire comment tu les as trouvés Enfin, moi, j'ai postulé de manière complètement traditionnelle, c'est-à-dire que je suis allé sur le site de chacune des deux entreprises. Ouais, Donc, pour Thales, aller sur le site et pour EDF, exactement pareil. ouais, J'ai postulé, j'ai dû postuler, je dirais, trois offres par entreprise. Par exemple, quand j'ai postulé chez Thales, j'ai postulé à trois offres différentes, dont celle sur laquelle j'ai été retenu. Pour EDF, c'était pareil. Et on m'a rappelé, on a convenu d'un entretien
Et voilà, ça s'est passé de manière simple. J'ai eu au moins 2 entretiens à chaque fois. Il me semble que pour EDF, j'en ai eu 3. En fait, premier entretien, c'est avec ton futur maître de stage, enfin la personne qui va t'encadrer. Deuxième, c'est forcément avec un RH. Et à EDF, j'ai même fait un entretien avec le chef de département. C'est super cool que tu aies eu l'entretien avec la personne technique en premier. Ah bon? Enfin, pour moi, c'est normal. C'est pas forcément courant. Ouais, c'est pas forcément courant. En général, les RH, ils peuvent être là en mode en protection des équipes techniques qui justement veulent voir qu'un certain nombre limité de candidats. Et donc les RH font le Ah, filtre au début pour tout le monde. C'est une expérience qui est ok. beaucoup plus classique, on va dire. Alors après, peut-être que c'est Ah différent pour ouais? l'apprentissage ou qu'il y a déjà un pool qui est très réduit. Mais ouais, dans beaucoup d'entreprises par la suite, tu verras les RH au premier tour parce que ça écrème en fait. D'accord, ok. D'accord. Bah, non, bah, du coup, systématiquement, c'était le maître de stage en premier, enfin la personne avec qui j'allais travailler. Et pour le coup, il me semble que les gens qui sont dans ma classe, c'était à peu près la même chose. Ok. Bah, tu vois, c'est Voilà. pour ça que je te disais, je connaissais pas forcément beaucoup l'apprentissage. Ça se trouve, c'est un changement, c'est quelque chose de différent par rapport Ouais. à d'autres process. Donc c'est très bien que je l'apprenne comme ça. Et t'as postulé à combien d'entreprises pour réussir à avoir ces entretiens? Parce que j'imagine que quand t'as postulé à l'une, t'as postulé à d'autres, à une 5, 10, plus. Franchement, je me souviens pas avoir postulé à énormément de trucs. Et je pense que j'ai dû envoyer 10 offres de 10 candidatures à chaque fois. Aussi, il faut savoir un truc, c'est que, bon, quand tu viens de Centrale Supélec, c'est beaucoup plus facile. Déjà, et en fait, à partir du moment où ton école d'ingénieur a un petit réseau d'entreprises partenaires, moi, je me souviens que quand j'ai eu la confirmation que j'étais pris dans l'école, en fait, j'avais un énorme fichier zip dans lequel il y avait des offres et les personnes à qui contacter pour pouvoir. Tu vois, c'est un peu le cheat code. Ouais, ouais, tout à fait. C'est vrai que par rapport. Si tu as un fichier où tu as déjà toutes les entreprises qui sont là et qui. C'est un peu Ouais. comme les stages ouvriers en fait, j'ai l'impression. C'est-à-dire que les stages ouvriers, moi je me souviens la première année, je savais pas comment chercher un stage, j'avais aucune idée. Et j'ai eu de la chance, il y avait la SNCF qui donnait un fichier avec 50 stages. Et puis c'est le premier qui appelait qui l'avait. Ok. Ah ouais, d'accord. Ouais, ouais, c'était Truc de ouf, vraiment. hein. Mais en fait, il fallait être au courant, il fallait connaître la personne. Enfin, il y avait 10 étudiants l'année présente qui l'avaient fait. Et puis ils disent, ouais, bah si tu veux, tiens, voici le numéro de la personne. Au moment où ils ont les stages, ils te l'envoient. Et puis, premier qui appelle sur chacun des stages là. Ok. Mais c'est pareil, c'est le cheat Ok. code, ça c'est entièrement l'école et on a beaucoup de chance à ce niveau-là de faire partie d'une école qui a des liens privilégiés. Ouais. Après, je m'en suis pas servi moi. D'accord. Mais bon, il y avait quand même Centrale Supélec sur mon CV, donc ça a quand même bien aidé. Mais je pense que ce genre de truc, ça doit aussi s'appliquer sur des écoles. Enfin, sur quand même pas mal d'écoles, hein. Ça m'étonnerait pas que chaque école ait leur partenaire. Oui, oui, absolument, absolument. Et je vais te poser une dernière question pour clore la boucle sur l'aspect vidéo et après on parlera en off. Euh, Ouais. Est-ce que. Bon, à l'époque, c'était il y a 2 ans que tu as eu ton dernier apprentissage, je crois, ou c'était cette année? Non, c'était il y a 2 ans que tu as commencé. Donc, tu n'avais pas fait tes vidéos à Mhm. l'époque, ça t'a pas servi pendant les entretiens? Non, j'en avais pas fait quand je suis rentré et j'en ai pas parlé. J'en ai pas parlé et il y avait aucune vidéo de moi sur Internet. Et du coup, je sais pas si ça m'aurait desservi ou si ça m'aurait servi en entretien. Je pense que ça dépend. Je pense que c'est au cas par cas. Je sais pas. Je sais pas. Par exemple, si je travaille dans une boîte qui est hyper corporate, est-ce qu'ils vont aimer que bon, enfin que je C'est sais pas. c'est toujours comment tu le vends et comment tu le présentes de toute façon. C'est C'est ça. que des valeurs. En vrai, il y a tellement de valeurs ajoutées là-dedans que ça peut se vendre. Vu que tu as fait tes premières vidéos quand tu étais chez EDF, comment ça s'est passé quand ils Ouais. l'ont appris? Ben, en fait, ils l'ont appris en fait, ma première vidéo du longboard, la Centrale Supélec l'a repartagée genre 3 jours après. J'étais vraiment super content d'ailleurs quand c'est arrivé. Et du coup, ben, ils l'ont vu parce que dans mon service à EDF, il y a plein de gens ben, qui ont fait l'école. Ben, ils étaient contents. Après, ils m'en ont parlé et enfin, on en a parlé. Moi, je leur ai dit que, enfin, voilà, j'avais fait ça et ils étaient contents. Ils voulaient même essayer mon skate. Et ouais, je l'ai jamais ramené, mais en vrai, j'aurais été chaud. Ah, c'est cool. Mais non, ils l'ont très bien pris. Je pense pas que ça m'ait fermé de porte. Enfin, je suis même sûr que non. Et voilà. Cool. Depuis que je fais des vidéos comme ça sur YouTube, je reçois des mails personnels pour essayer de me recruter, tu vois. Par exemple, quand j'ai sorti la vidéo du longboard électrique, il y avait une boîte qui faisait de la Formule E. Et en fait, tu avais une entreprise de Formule E qui m'avait envoyé un mail personnel et qui m'avait proposé de venir dans leur entreprise et de me prendre pour faire un longboard électrique concept, tu vois, de leur marque de Formule E. Énorme. Par exemple, quand j'ai sorti la vidéo du vélo, il y a des entreprises qui m'ont proposé enfin des startups de vélo électrique qui m'ont proposé de venir travailler chez eux. Enfin, tu vois, en mode trop sympa.
Enfin, ça m'intéresse grave. Mais du coup, j'ai regardé, et enfin, voilà, c'est des trucs à étudier, mais du coup, ça m'est arrivé. Ça, c'est cool. Bah, c'est une super. C'est la meilleure anecdote que tu aurais pu utiliser pour conclure l'interview. Ça C'est montre vrai? que faire des choses à côté, ça peut te Ouais, différencier et t'ouvrir des portes auxquelles tu n'aurais jamais pensé sinon. non, ouais, c'est ça. Puis en plus, c'est une passion, tu vois, donc tu le fais, t'as pas l'impression de travailler, c'est un truc que tu fais quand tu t'ennuies, ça t'amuse. Enfin voilà, ouais, non, et j'ai reçu des propositions professionnelles enfin, grâce à mes vidéos. Ah, bah, c'est cool. Bah, écoute, merci d'avoir partagé ça. Merci pour l'interview. Et puis, on va passer en off. Je vais arrêter le recording. Et merci à Si toi.